Bonjour Bernard Bousset. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Dans quelques heures, des centaines de milliers de personnes vont participer à Paris et ailleurs aux marches des fiertés. Ce que beaucoup ne savent pas ou ont peut-être oublié, c'est que jusqu'en 1982, être homosexuel pouvait conduire en prison, pouvait valoir une amende. C'est ce que vous avez vécu. Racontez-nous. Alors oui, on a l'impression qu'on va parler du Moyen-Âge. Oui. Parce qu'il y a 40 ans, 50 ans, le fait d'être homosexuel, c'était un délit. Et c'était également une maladie classée par l'OMS qu'il fallait soigner. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais 23 ans à Megève. J'ai rencontré un jeune garçon qui avait 18 ans. On a passé la soirée ensemble et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte qu'il m'avait volé mes affaires, c'est-à-dire des breloques et un peu d'argent. Et je suis allé au commissariat de police pour déposer plainte, forcément, moi naïvement. Donc je décris le garçon, je dis ce qu'il m'a volé, je dépose la plainte. Et quelques jours plus tard, les agents de la police viennent me voir à la boutique que je tenais en me disant « On a retrouvé votre voleur, venez au commissariat de police récupérer vos affaires ». Donc j'arrive au commissariat de police, je vois mes affaires dans un foulard. Je regarde, j'ai dit, c'est très bien, je suis content, je récupère tout, je retire ma plainte. Le commissaire me dit, très bien, retirez votre plainte, je signe, je me lève pour partir, et il me dit, non, monsieur, ça ne se passe pas comme ça, asseyez-vous. Donc je dis, je m'assieds, et il me dit, vous savez que ce jeune homme était mineur. Moi, à 23 ans, je ne connaissais rien, je connaissais à peine l'homosexualité, on n'en parlait pas, C'était tabou, c'était la honte totale. Donc on se cachait, il y en a plusieurs d'ailleurs qui se sont mariés, pour cacher leur homosexualité. C'est ça, vous la viviez de manière clandestine ? Mais tout le temps. Tout le temps. Moi, j'ai vécu ça comme une honte, comme une tare, comme une maladie. On n'en parlait pas, donc on ne pouvait pas se confier à quelqu'un et expliquer le problème. Si on en parlait aux parents, les parents, bien souvent, ce qui m'est arrivé... Votre famille ne vous a pas accompagné ? M'a rejeté complètement. Ou alors, il fallait aller voir un psy et se faire soigner. Pour en revenir à notre histoire... Alors, il vous dit, asseyez-vous, restez là. Ce jeune homme était mineur. Donc, ce jeune homme est mineur, vous allez passer au tribunal. Je dis, moi je tombe des nues. Et en effet, je suis passé au tribunal de Bonneville quelques mois après. J'arrive au tribunal avec mon avocat qui n'avait même pas ouvert le dossier. Je me dis, ça y est, c'est foutu, je vais aller en prison. Et je rentre dans la salle et je vois un monde fou. Moi, je pensais que je passais à huis clos, tellement que c'était l'homosexualité un crime. Je me dis, devant tous ces gens-là, on va étaler ma vie. Donc j'arrive à la barre et le président me dit, alors monsieur, vous êtes un inverti ? Moi, un inverti, je ne savais même pas ce que c'était. Vous savez, à l'époque, il n'y avait rien. Et le jeune homme était dans la barre. Lui, il était déjà en garde à vue. Il était déjà en pour vol ? Oui, il est, comme on appelle ça, il était en préventif, je parle bref. Et... j'ai été condamné donc à une forte amende que je ne pouvais pas payer et à la publication de ma condamnation dans tous les journaux, ce qui était terrible parce que... C'est une condamnation sociale ? Totale. Moi, j'avais la honte sur moi, je rasais les murs. De toute façon, j'ai toujours rasé les murs jusqu'aux années 80. Cette honte, vous avez réussi à vous en débarrasser ? Jamais. Encore aujourd'hui ? Encore vous la aujourd'hui, ressentez ? oui. Vous savez, quand on a été... Dès l'adolescence, moi j'ai perdu ma mère à 12 ans. J'ai été envoyé dans une école chrétienne privée. Dans le sud-ouest, dans les Landes, où vous avez grandi. Oui. Et durant cette période, j'étais le seul pensionnaire dans l'école. L'école m'avait pris par charité chrétienne, parce que mon père avait demandé. Mon père ne pouvait pas s'occuper de moi, il était directeur d'hôtel à Paris. Ma grand-mère ne pouvait pas s'occuper de moi non plus. Donc, il m'avait mis dans cette école chrétienne. Par charité, ils m'ont gardé, parce que, ils faisaient des chèques. Et là, j'ai subi ce qu'on appelle aujourd'hui un viol. Et quand je l'ai dit à mon père, il m'a donné 2 gifles. Parce que pour lui, j'étais le coupable. À l'époque, on était coupable, on n'était pas victime dans ce genre de situation. Étant donné que l'homosexualité, c'était quelque chose qui était totalement rejeté par la société, moi, j'ai commencé ma vie comme ça. Ouais. Donc, tout ce que j'ai vécu, voilà. Vous nous dites, on va parler du Moyen-Âge. Et effectivement, c'était il n'y a pas si longtemps. On va écouter de quelle manière on parlait de l'homosexualité en 1979. Regardez. Il y a 2 sortes d'homosexuels. Il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent. Alors, c'est déjà 2 choses différentes.
sont comme ils sont, c'est tout. Vous les comprenez, vous les admettez? Absolument, oui, j'ai des amis qui sont comme ça et je les aime beaucoup. Et même, je vais vous dire, ils sont beaucoup plus aimables certaines fois que les autres hommes. Ils comprennent beaucoup mieux certains problèmes et j'aime bien être à leur compagnie. Il y a 70 ans que je suis dans le quartier que je suis là, Ouais. ça n'a affecté longtemps. Il y avait un quartier qui était propre, il est pourri. Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils l'ont pourri. À force d'entendre que l'on n'est pas normal, on finit par le croire. Totalement, forcément. Il faut dire que moi, j'ai vécu ça fin des années 50, toutes les années 60. C'était sous De Gaulle, vraiment, l'homosexualité, c'était une chose terrible. On était arrêtés, on faisait des gardes à vue, on perdait notre emploi, on pouvait perdre notre logement. Entre la fin de la guerre et l'abrogation du délit d'homosexualité en 1982, environ 10 000 condamnations ont été prononcées. Entre-temps, en 1977, il y a eu en France, en quelque sorte, le réveil des fiertés, une première marche qui a eu lieu à ce moment-là. Vous y étiez, vous? Oui, forcément. Oui. Forcément, oui. C'était la première marche qui avait lieu rue de Rennes. Ouais. On était plusieurs centaines pour revendiquer le droit à la différence. À l'époque, on revendiquait le droit à la différence, qui est devenu le droit à l'indifférence après. Voilà. Moi, j'ai fait partie des associations où je me suis battu pour ça, où j'ai continué à me battre jusqu'au préservatif qui était interdit. On va en parler parce que donc 1982, ce délit d'homosexualité est supprimé. Ça va évidemment changer beaucoup de choses, mais les combats vont continuer. Les années 80 sont marquées par l'arrivée du sida. Les amis, votre amour, Philippe, partent peu à peu. Et pour eux, vous avez créé le syndicat national des entreprises gays pour forcer les pouvoirs publics à autoriser la distribution de préservatifs dans les lieux gays. Là encore, ce fut un long combat. Ça a été terrible. Le sida est apparu dans les années 80. Toutes les semaines, on allait au Père-Lachaise enterrer nos amis. Moi, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu Philippe, qui était mon amour. J'ai perdu des dizaines d'amis. Et il était interdit de distribuer des préservatifs dans les lieux de rencontre. Donc moi, j'ai créé le syndicat national des entreprises gays parce que la préfecture de police voulait fermer tous les lieux gays. Et j'ai fini par les convaincre que si on voulait faire de la prévention, c'était dans les endroits où les gens se rencontraient, non pas sur les quais ou dans les parcs. Et le fait de distribuer les préservatifs, c'était soumis à sanctions et à fermeture administrative. Moi, j'ai mis 5 ans pour obtenir une circulaire du président Mitterrand pour autoriser la distribution de préservatifs. Vous savez que les préservatifs, même en pharmacie, on ne pouvait pas. Il fallait les demander aux pharmaciens. Elles n'étaient pas en vente libre. Dans quelques heures, plusieurs centaines de milliers de personnes vont participer aux marches des fiertés. Après tout ce que vous avez vécu, ça vous inspire quoi? Alors aujourd'hui, moi j'ai fait le taf. J'ai 81 ans. Je laisse la place aux jeunes maintenant parce que pour moi, la marche des fiertés, je peux pas appeler ça une fierté étant donné que j'ai été tellement marqué par ça que je suis toujours marqué par la honte d'être homosexuel ou je suis mal à l'aise dans un milieu hétérosexuel. Toujours. Donc je suis mal avec ça. Je comprends qu'on revendique le fait, les droits, on a avancé pas mal. Maintenant, bon... Il faut rester vigilant. Très vigilant parce qu'on voit ce qui se passe partout dans le monde. Actuellement, il ne faut pas oublier qu'à 2 heures de vol de Paris, on tue des homosexuels. Donc je dis, la vigilance, elle est de tous les jours, en permanence. La preuve, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est la même chose pour les femmes. Donc pour nous, rien n'est jamais gagné, il ne faut pas l'oublier. C'est toujours ça. Vous êtes un commerçant emblématique et engagé du Marais à Paris. Votre bar, l'Open Café, en haut lieu du quartier, fermera définitivement ses portes demain. Ce soir. Ah, ce soir? Oui, après la marche gay. Oui, voilà. Avec une fête, j'imagine, de beaux souvenirs? Oui, c'est de beaux souvenirs. Oui, c'est toute une vie consacrée au combat. Maintenant, je vais prendre ma retraite. Comme je vous ai dit, je laisse la place aux jeunes, mais il y a toujours des combats à mener. Je leur souhaite bon courage. Merci beaucoup, Bernard Busset, d'avoir été avec nous pour en savoir plus sur votre histoire. Je renvoie nos téléspectateurs vers le documentaire d'Ariane Chemin et d'Emmanuel Hamon, Homosexualité, les derniers condamnés, dans lequel vous avez témoigné il y a quelques mois. Merci encore. Merci.